quelles sont les bonnes pratiques et nouvelles tendances en matière d'ingénierie de formation. Pour une efficacité optimale de la formation, il est important d'adopter une démarche orientée résultat et tous les managers doivent être impliqués. Face à un environnement complexe, incertain et hautement concurrentiel, l'entreprise qui veut rester compétitive doit mobiliser son intelligence collective et manager les compétences de ses ressources humaines. Elle s'appuie pour cela sur de nombreux dispositifs parmi lesquels intervient la formation qui devient un levier critique pour améliorer durablement la performance de toute organisation. La formation est le seul élément qui vous permet de rester au contact de la société qui est en train d'évoluer. L'ingénierie de formation vise dans ce contexte à rendre la formation professionnelle plus ciblée, pertinente et efficace. Elle permet de passer d'une logique de consommation de la formation à une logique d'investissement. Ce levier n'est plus une source de coûts, mais devient une source potentielle de profit à plus ou moins long terme pour l'entreprise. Il permet de maintenir en permanence le niveau de compétences clés de l'entreprise, de faciliter le changement organisationnel et d'accompagner les mouvements individuels tels que les promotions, les mobilités et les intégrations. Néanmoins, l'efficacité de la formation dépend de la démarche adoptée par la direction des ressources humaines. Il est aujourd'hui nécessaire d'identifier les bonnes pratiques pour garantir l'efficacité d'une action de formation et de suivre les nouvelles tendances en matière de développement de compétences. Quelles sont les bonnes pratiques pour garantir l'efficacité d'une action formation? Pour une efficacité optimale de la formation, il est important d'adopter une démarche orientée résultat. En effet, la formation doit déboucher sur des évolutions concrètes dans les pratiques professionnelles collectives et s'intégrer dans la conduite des actions de changement. On parle ici de la formation-action et se caractérise par une implication des acteurs concernés dans la conception, le pilotage et le suivi de l'action de formation. Le transfert des connaissances ou des compétences dépend de quelques bonnes pratiques. La réussite des actions de formation requiert préalablement une bonne connaissance de l'environnement de l'entreprise, du contexte professionnel et plus précisément des problématiques ou des axes de développement de la population informée. En amont, une évaluation des acquis est fortement recommandée pour évaluer les compétences existantes à travers des diagnostics, des tests de positionnement, des simulations techniques et opérationnelles. En fonction des objectifs recherchés, lors de la réalisation des actions de formation, les managers doivent être impliqués pour s'assurer de la montée en compétences de leur équipe de manière régulière et intervenir pour apporter des ajustements des actions en cas de besoin. Par ailleurs, sur un plan pédagogique, l'apport conceptuel et pratique de l'intervenant expert sur la thématique traitée doit reposer sur différents outils d'entraînement pour faciliter la simulation des concepts à travers des workshops, des simulations, des cas pratiques ou des jeux de rôle. Enfin, pour clôturer la formation, l'intervenant peut inviter les participants à élaborer leur plan de progrès par rapport à la formation suivie et surtout les accompagner après la formation. Rappelons-le, l'ingénierie de formation, c'est l'ingrédient secret des formations réussies et un gage de pérennité des entreprises qui la consomment. Quelles sont les nouvelles tendances en matière de formation? Le marché de la formation est en perpétuel mouvement pour rester au plus près des demandes des clients et des évolutions technologiques. Malgré l'apport et l'afflux des nouvelles technologies, la formation en mode présentiel constitue encore le format dominant du marché et le mode d'apprentissage le plus plébiscite par les entreprises et par les apprenants. Mais ce mode classique de formation se voit aujourd'hui timidement concurrencé par de nouvelles approches novatrices qui tâchent à la fois de répondre aux besoins des entreprises tout en tenant compte de leurs contraintes budgétaires et de temps. Parmi les nouveaux concepts, nous assistons à l'émergence du e-learning qui a pour vocation de proposer des apprentissages sur de multiples méthodes pédagogiques dans une logique d'optimisation du présentiel. La formation dite classique s'enrichit par différents outils pédagogiques tels que la mémorisation rapide avec des mini-vidéos,
l'entraînement avec des exercices ou des serious games, l'ancrage avec des mémos ou des fiches de synthèse, l'approfondissement via des articles, des résultats d'études, des livres, des tutorats en ligne et des classes à distance. Cette diversité d'approches favorise la montée en compétences progressives, l'assimilation rapide et efficace des notions. Plus généralement, nous pouvons observer quelques tendances et principes, parmi lesquels le leadership à tous les niveaux. À toutes les lignes managériales, tous les collaborateurs doivent participer à la performance globale grâce à leur leadership pour mobiliser les forces et l'implication de tous. Ainsi, l'évaluation, la formation, le coaching et le mentorat sont autant de leviers pour accroître son leadership à son propre niveau. Deuxièmement, l'influence des générations. L'émergence de la génération Y apporte de nouvelles perspectives à l'entreprise. Les modes d'apprentissage sont adaptés aux nouveaux comportements et aux nouvelles habitudes de consommation. Les principes compétences à acquérir pour occuper des postes de management restent le leadership, l'écoute et la patience. Troisièmement, le mobile learning. Les applications mobiles en matière d'apprentissage se développent très vite. L'apparition de ces formats courts permet d'apprendre rapidement, à tout moment et de manière ludique. Quatrièmement, le social learning, l'apprentissage en réseau. Les réseaux sociaux d'apprentissage en entreprise deviennent la norme. Il offre la possibilité d'interagir, mais aussi de suivre les apprenants toujours dans une optique d'apprentissage en continu et en collectif. Cinquièmement, l'assessment. L'évaluation des compétences et le développement se marient pour mieux définir les zones de progrès. Il s'agit plus d'apprendre tout au long de sa vie pour se développer que de strictement se former. Toutes les entreprises aujourd'hui s'accordent à dire que bien sûr, il faut accompagner les formations techniques, les formations métiers, pour pouvoir maîtriser le métier et délivrer la performance nécessaire sur ce volet-là. Mais comme c'est pas suffisant et comme toutes les entreprises constatent aujourd'hui que les cycles du savoir sont de plus en plus courts et qu'on change de technologie ou de processus ou de méthode pratiquement tous les 3 ans, il faut renouveler le savoir le plus rapidement possible. Mettre à jour. Et donc, de ce fait-là, ce qui devient encore plus important, ce n'est pas ce qu'on appelle les techniques métiers, mais c'est les soft skills ou les compétences d'agilité qui permettent à tout un chacun d'effacer un savoir ou une formation ou une connaissance qu'il a dû avoir au passé et d'en acquérir une nouvelle à nouveau et d'avoir cette agilité à effacer, à désapprendre et à apprendre à nouveau, ou bien à améliorer ses connaissances et ses compétences pour accompagner une nouvelle technologie ou un nouveau processus. Donc, l'accent est de plus en plus mis sur les compétences d'agilité, que ce soit l'agilité de leadership, de changement, de résultats, d'ouverture et de connaissance de soi. Sixièmement, l'agilité. L'agilité devient un état d'esprit plus que l'application des méthodes. En lien avec l'accélération du changement, cette notion prend l'innovation comme un comportement au quotidien pour tous. Septièmement, le mentorat. Dans une démarche de co-apprentissage, le mentorat peut être inversé. Le junior devient le mentor du senior. Dans l'appropriation des NTIC, par exemple, ces modes d'apprentissage sont mis en avant, appris et déployés grâce à des méthodes et des outils avancés. Le 8e et le dernier principe, ce sont les neurosciences. Les apports des études scientifiques permettent une meilleure connaissance du fonctionnement du cerveau. Ils sont couramment utilisés pour imaginer les pédagogies du futur et adapter les formations et les contenus aux individus. Dans ce qui a précédé, nous avons défini l'ingénierie de formation, ses inclinaisons au sein de l'entreprise, la démarche accord, ainsi que les nouvelles tendances en matière de formation. On a bien compris que l'ingénierie de formation ne doit pas pécher ni par défaut ni par excès. Par défaut, car sans une démarche d'ingénierie de formation, les entreprises se condamnent à une forme d'immobilisme intellectuel et social d'une part et non-développement de leurs compétences d'autre part. Si vous mettez l'accent sur votre collaborateur, qu'est-ce qui va se passer? Il va être fidèle. Un collaborateur fidèle a quoi comme conséquence?
il développe de la productivité. Pas financière. La productivité, c'est tout simplement parce qu'il est plus efficace. Quand un collaborateur est plus efficace, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il délivre une meilleure valeur ajoutée. Pour qui? Pour le client. Et un client fidèle, ça apporte à ce moment-là de la rentabilité. Autrement dit, toute cette démonstration-là ne part que d'un point, le staff en premier. Et le staff, la formation en fait partie. Par excès, car la démarche d'ingénierie ne s'élabore pas pour enfermer l'organisation et les hommes dans un carcan, mais pour servir de guide, de trame et donc dépasser l'outil. Nous avons besoin d'avoir confiance aux collaborateurs et ne pas être dans un système de contrôle. Et plus nous allons être dans un système où nous aurons confiance en collaborateurs, plus celui-ci se développera. C'est donc à la fois le croisement par je fais confiance et à la fois je suis obligé de développer. Sinon, vous savez, ça va être très simple. Le collaborateur va démissionner. S'il est là uniquement pour un salaire, celui qui lui proposera plus cher, il partira. Donc la question est fondamentale sur la fidélisation. Et la formation est un outil de développement autant que de fidélisation. Donc nous avons besoin évidemment de former toutes les générations pour qu'ils soient tous sur le même pied d'égalité dans le développement, à la fois par l'organisation, le sens et la confiance, à la fois par les formations possibles. Dans ce contexte et cette logique, nous rappelons que le responsable de formation est le garant de la démarche par son professionnalisme, son engagement méthodologique dans l'action et son recul déontologique. Toutefois, il se trouve contraint à gérer les tensions relatives aux limitations budgétaires et également à la lourdeur administrative des dossiers de remboursement, tels que les contrats spéciaux de formation, les GIAC, l'ANAPEC, etc. À ce propos, et pour pouvoir vous éclairer là-dessus, nous pensons partager avec vous, dans les plus brefs délais, les dispositifs de remboursement des prestations de formation conseil au Maroc. Et rappelez-vous que nous sommes là pour vous aider à avancer. Restez à l'écoute.